Bonsoir, bienvenue dans cet actual play dans l'univers de Mage l'Ascension. Je suis Sid, le Storysteller, et ce soir, j'incarnerai Virgile Endrina. Avec moi, pour m'accompagner dans cette petite aventure, dans le rôle de Louise-Emmanuel Gauthier, Aérine, que je laisse se présenter. Bonjour, donc je me nomme Irene, je fais partie des administrateurs d'un serveur Discord qui parle du jeu de rôle qui s'appelle l'Auberge du Rôliste. Et donc je jouerai Louise-Emmanuel Gauthier ce soir. Donc vous trouverez les renseignements sur ce serveur dans les commentaires. Et aussi avec moi, dans le rôle d'Auguste Maximilien Étienne Nérac de Bordeaux, Virgile, de Virgile JDR. Donc Virgile, je te laisse te présenter. Bonjour, donc en effet, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Virgile JDR où je présente des one-shots ou des campagnes avec la particularité de faire des petits débriefings qui accompagnent à chaque fois les parties pour expliquer un peu les coulisses. Vous trouverez bien sûr les informations en commentaire, un peu plus bas, enfin, en dessous de la vidéo. Eh bien, commençons. Vous êtes donc dans vos voitures respectives, traversant les rues de Paris. Vous êtes plutôt détendu, la journée est assez belle. Nous sommes le 10 décembre de l'année 1847. Vous arrivez à la demeure de la baronne Odile de Saint-Omer. Lorsque vous frappez à la porte au moment de votre arrivée, l'on vous ouvre rapidement. Les domestiques vous conduisent dans la maison. Vous savez que la maîtresse de maison est absente, mais que vous avez reçu une invitation à utiliser l'un de ses salons en toute quiétude. Lorsque vous arrivez dans le salon, il y a quelques personnes, certainement les amis ou les fréquentations de la baronne, qui attendent. La baronne ne devrait pas tarder, comme l'indiquent les, les serviteurs. Vous êtes dans cette pièce entourée de personnes de qualité, donc personnes importantes aux yeux du pouvoir. Et l'on ne fait pas trop attention à vous. Vous n'êtes pas trop connu dans ce cercle d'individus. Et l'un des serviteurs se présente à vous, vous demandant de le suivre dans une pièce attenante au salon. Que faites-vous? Eh bien, une fois que j'aurai fait le tour de la pièce, saluer les quelques personnes que je connais, et peut-être même quelques personnes que je ne connais pas, il est toujours bon de s'introduire des fois auprès de certaines personnes. Après tout, les réunions, ce genre de choses sont en partie là pour ça. J'aurais accepté et suivi assez naturellement cette personne. J'ai totalement confiance en Odile pour nous mettre à disposition cette salle. D'accord. Et toi, Nérac? Quant à moi, j'ai remis mon chapeau, mes gants, ma canne au serviteur. J'ai fait un tour de l'assemblée, changeant quelques banalités. Euh, je m'enquiers un petit peu des uns des autres. Et assez vite, je me dirige vers ce salon qu'elle a mis à notre disposition. Vous entrez dans un salon de même taille que ce grand salon. Apparemment, Odile dispose dans son hôtel particulier de plusieurs salons. Un individu chevelu, portant de manière très visible un insigne le liant à la royauté espagnole, vous accueille de révérence polie, mais légère. Vous savez que vous avez rendez-vous avec cet individu. Il s'agit du chevalier Virgile Endrina, avec qui vous devez conférer et discuter. Je suis heureuse de vous voir, chevalier Endrina. Merci pour, en quelque sorte, cette invitation. Tout le plaisir est pour moi, madame. Vous remarquez que le chevalier s'exprime sans accent dans un français méticuleux. Hmm. Eh bien, le plaisir est partagé, décidément. Vous attendiez beaucoup de monde?
uniquement vous deux, si je puis me permettre l'expression. Hmm. Bien. Il n'est pas mauvais parfois d'avoir des conversations en petit comité. En effet. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à voir, je crois. Hmm. Très Virgile bien. fait un signe au serviteur et le serviteur comprend que c'est le moment où il doit quitter la pièce pour vous laisser en toute quiétude discuter. Madame Gauthier, c'est toujours un plaisir de vous voir. Quant à vous, chevalier Ndrina, je suis ravi enfin de vous rencontrer en chair et en os et de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé, monsieur Nérac. J'ai grandement entendu parler de vous et de vos amis. Eh bien, vous me voyez flatté que notre réputation soit parvenue à vos oreilles et aux membres de la CETEP. Le tribunal est très occupé, mais ça ne l'empêche pas nombre de ses membres de s'intéresser au devenir des autres membres des traditions. Je souris humblement et je m'installe confortablement. Il est toujours amusant de voir à quel point chaque mage étudie les autres. Non sans vouloir vous offenser, après tout. Je connais vos études, monsieur Narak. Mais dites-moi, quant à vous, quelles sont les compositions que vous jouez actuellement? Avez-vous trouvé de nouvelles partitions à explorer? Non, mais il y a toujours de nouvelles partitions. J'ai toujours des mélodies en tête qui me sont particulières. Certaines mériteraient d'être couchées sur papier et d'autres, je les garde pour moi. Cependant, il y a beaucoup de nouveautés qui se présentent. Certains sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Alors que vous discutez calmement, dans l'autre salon, vous pouvez entendre quelques légères clameurs parvenir par les couloirs, ma foi assez bruyants, jusqu'à vous. Vous y entendez la voix d'une femme, un peu autoritaire, exprimée. Vous ne comprenez pas ce qu'elle dit parce que le son est loin, mais on peut remarquer une certaine autorité dans la voix. Et vous commencez à entendre le son d'un piano qui joue un air qui ne vous est pas inconnu. Bien. Eh bien, quand on parle de sujets intéressants, c'est pile à ces moments-là qu'il arrive. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, dit le chevalier. Est-ce que l'un d'entre vous a quelques sujets importants à faire connaître au tribunal ? Eh bien, il y a toujours différents sujets. Tout dépend d'à quel point vous voulez parler sérieusement ou non. Je vois. Doïsetep a l'intention d'ouvrir un accès à Paris. Et nous cherchons des alliés, des gens de confiance, pour ouvrir et maintenir cet accès. Voilà une proposition fort excitante. Qu'est-ce qui vous a poussé? Je sais bien que la Cité des Lumières est attirante en elle-même, mais qu'est-ce qui vous pousse particulièrement à vouloir ouvrir cet accès précisément? Le grand jeu. Les affaires qui se nouent au cœur de cette cité ont une importance non négligeable dans le monde. Et nous tenons à pouvoir agir et peser sur le paradigme que cette cité exporte. Et je suis curieux que vous employiez le terme ville-lumière pour cette fange qu'est Paris. Auriez-vous quelque impression ou vision d'un futur que je ne connais pas? En effet, je la vois peut-être avec les yeux de l'amour. Je suis, même si je ne suis pas né ici, ça fait maintenant un certain temps que j'y habite et j'ai appris à apprécier cette ville. Intéressant. Très intéressant.
Je trouve cette appellation assez bien trouvée. Même si l'on pourrait dire que la lumière ne se trouve pas partout, il y a ici de nombreux points qui feraient pas penser que beaucoup de choses pourraient bouger par ici. Hmm. Louise est en train de bouger un peu sa main dans l'air comme si elle jouait un peu du piano quand elle écoute la musique et la mélodie qui s'entend dans le salon d'à côté. Après tout, j'ai grand espoir qu'avec tous les banquets qui ont été organisés dernièrement, que certains puissent être un peu plus ouverts. Alors, si pour ma part, je recherche à faire en sorte que les femmes soient plus acceptées dans ces banquets, rien que ces banquets tout du moins, commençons une petite étape, ce serait une bonne chose de participer peut-être avec ces mages de tous ces tapes. Pourquoi refuser d'un côté alors que je souhaiterais de l'autre? Je vois. Peut-être, et puis, si je puis me permettre, le tribunal n'est pas présent à Paris dans le sens où nous n'avons que très peu de liens avec les affaires courantes de la ville. Et ce que vous mentionnez nous est connu, mais cela est connu aussi bien du tout Paris que des habitants de la France qui lisent les journaux. Que souhaitez-vous savoir? Souhaitez-vous connaître les petits potins que chacun possède? La liste risque d'être très longue, vous savez. Alors le piano cesse. Apparemment, son interprète a obtenu l'effet qu'il voulait ou a joué ce qu'il entendait. Vous entendez quelques applaudissements et clameurs recevant le pianiste qui semble avoir fait forte impression sur les invités ou les personnes présentes dans l'autre salon. Mais alors que vous discutez, alors que vous êtes interrompu quelques instants pour écouter ces clameurs, Virgile reprend la parole. Je ne vois aucune raison de ne point supporter votre position, Madame Gauthier. Mhm. Toutefois, j'aimerais savoir exactement ce que vous attendez de Doisetep. Eh bien, à Paris, il y a de très nombreux changements qui ont l'air de se présenter. Que ce soit dans la vie politique ou dans la vie morale et sociale en tant que telle. Même probablement dans certains points de magie. Que ce soit des choses qui touchent quelque peu, par exemple, au paradigme des chemins de fer qui me préoccupent, ou que ce soit par rapport à la politique. Vous aviez entendu peut-être parler de ce qu'a tenté de faire Victor Hugo il y a quelques mois déjà. Je dois avouer mon inculture ou ma méconnaissance des deux sujets que vous évoquez. Qu'est-ce qu'un chemin de fer? Oh, eh bien, quelque chose qui me préoccupe, je dois vous l'avouer. Une technologie qui change énormément la façon dont tout le monde va pouvoir se déplacer. Je me demande à quel point les paradigmes changeront peut-être une fois que ce réseau sera placé. De telle manière à ce que il faudrait faire plus attention. L'ordre... Certaines choses de la raison doivent être observées avec plus de finesse, me semble-t-il. Seriez-vous en train de dire que ce chemin de fer cache la main de l'ordre de raison? Peut-être pas à ce point, mais je me demande à quel point son incidence sur la vie des gens sera importante. Voyez-vous, ceux-ci peuvent se laisser porter par la musique, les beaux discours ou simplement la vue d'une belle chose. Mais ce genre de projet qui permet de changer drastiquement la façon dont les gens pensent et se déplacent
peuvent modifier peut-être dans le temps de manière plus durable certaines choses. Je me demande à quel point tout ceci sera positif ou non pour les mages et pour nous. Et même à leurs yeux peut-être. Peut-être est-ce là le sujet qui m'intéresse le plus d'un point de vue des mages. D'accord. Mais si je comprends bien, vous êtes plus intéressé par les problématiques des éveillés que la représentation des dames dans des banquets. Non, ceux-ci sont deux sujets. Hmm, Nous, on peut très bien étudier plusieurs choses à la fois, vous savez. je- J'en conviens. J'en conviens. Euh, Peut-être devrions-nous commencer par la position au banquet. Que vous faut-il exactement? De quels moyens avez-vous besoin pour promouvoir la place des femmes durant ce banquet? Et tu vois que quand il dit cela, il a l'air d'être réellement intéressé et tu sens que il est acquis à ce qu'il Hmm. dit. Quand vous parlez d'un banquet, vous en parlez d'un en particulier, j'imagine, n'est-ce pas? Nullement? Nullement. J'essaye de comprendre votre Bien. position. Eh bien, dans ce salon, voyez-le comme présent. Si les coutumes voudraient que je ne puisse pas véritablement prendre la parole, ne trouvez-vous pas ça injuste? Tout à fait. Oui, heureusement, mais malheureusement pour d'autres qui n'ont pas cette chance, elles se retrouvent à être simplement enfermées derrière des murs et dans un silence que je n'envierai à personne. J'ai déjà vu dans certains banquets nombre de femmes intelligentes et pleines d'esprit s'exprimer sur des sujets que peu d'hommes auraient envie d'essayer, et pourtant n'avoir pas plus d'importance qu'une plume jetée dans de l'eau. J'aimerais que cela change. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait plus de femmes à ce genre de banquet. Les invitations comptent, mais peut-être qu'il va falloir leur donner plus de poids. Je m'y évertue et je ne suis pas la seule, mais bon nombre ont du mal à voir qu'une conversation puisse être animée par autre chose que leur petit centre d'intérêt. Par mon honneur, madame, je ne vous ferai pas le déshonneur de vous conduire sur un chemin Mhm. ou tenir des propos qui, ici ou ailleurs, vous conduiraient à penser que je tiens à vous tromper. Je suis d'accord avec vous. L'expérience m'a appris que l'injustice crée et engendrait encore plus d'injustice. Hmm. Probablement, oui. Là est un des défauts. Mais, voyez-vous, je peux parler de ce sujet avec beaucoup. Peu sont enclins à accepter mes idées encore aujourd'hui. Alors, ne soyez pas trop attentif à être en désaccord. Je trouve que cela a plus d'intérêt de montrer que nous ne sommes pas d'accord. Quand tel est le cas, bien sûr. Après tout, c'est ce que je suis en train de faire. Je vois, je vois. Je ferai transmettre Hmm. votre demande vis-à-vis des banquets et essaierai de voir si nous pouvons inviter des personnes des femmes à se joindre à vous dans les banquets qui vont être organisés, si cela est possible. Oui. L'important est qu'une femme soit accueillie en égale à celle de l'homme. Après tout, nul besoin d'autre traitement. Tu vois que son visage s'assombrit légèrement pendant un court laps de temps, puis il reprend parole. Je suis d'accord avec vous. Mhm. Toutefois, il faudra avancer avec prudence.
C'est un chemin dangereux sur lequel nous pourrions être amenés à nous aventurer. Et je m'en explique. Influencer les dormeurs, même subtilement, peut avoir des conséquences bien plus graves que vous que vous n'êtes prête à envisager. Hmm. Il faut bien que quelqu'un pose un premier pas. Je suis d'accord. Je vous remercie pour votre sollicitude, cependant. Je ferai attention. Pardon. Je vais méditer vos paroles et reviendrai vers vous lorsque j'aurai des solutions concrètes à vous apporter qui Oui, puissent aller dans votre sens. je vous en prie, bien Si sûr. possible. Et je suis désolée d'avoir accaparé cette conversation. Par ailleurs. Si je puis me permettre quelques remarques, j'ai autour de moi, dans mon entourage, des femmes tout à fait brillantes. Nous avons ici même la baronne de Saint-Omer, qui, je suis sûr, ne manquera pas d'avoir un avis sur la question. De même, je pense que nous pourrons compter, si vous devez mettre en place des choses en particulier autour de cette problématique, sur l'appui de mon amie, Théodora Azamoah. Non. Une, Eh bien, je serais heureuse de pouvoir les compter et pouvoir discuter avec elles. Effectivement. Eh bien, je leur parlerai de votre projet et je les inviterai à se rapprocher d'eux. Ce serait une très bonne chose. Monsieur Nérac, vous avez contacté le tribunal et adressé plusieurs courriers. J'aurais aimé savoir de vive voix, ce que vous projetez de faire ou ce que vous aviez en tête en le faisant le jour où vous avez adressé ces courriers. Eh bien, un nom revient souvent en ce moment dans les affaires parisiennes. Je voulais savoir si vous aviez eu vent de cette personne et si vous n'étiez pas au courant de quelques agendas secrets qu'il pourrait dissimuler. Je pense bien sûr au général Morat. Permettez un instant. Vous voyez se lever, agiter ses bras en direction de la fenêtre, et depuis la rue, vous entendez une musique monter, jouée par des musiciens de rue, comme si on voulait couvrir quelque chose, peut-être. Louise Gauthier se penche un peu vers Nérac et... Qu'est-ce donc que ce sujet-là? Peut-être l'ai-je raté? Eh bien, ce général semble menacer de plus en plus le président du Conseil des ministres français, M. Guizot. Ah, Et il semble organiser en secret quelques cabales contre lui. oui. Je crois avoir entendu parler de quelques sujets, mais pas à ce point-là. Je vais aller un peu plus loin, si vous le permettez. De ce qu'il m'est connu, le général Morin est présent ou lié à une affaire qui ne touche pas que le président du Conseil. Le paradigme ou les paradigmes liés à ceux de la France pourraient être touchés. Il faut donc agir avec la plus extrême prudence lorsqu'il est question d'approcher le général Morin. C'est un dormeur, mais c'est un dormeur qui est au confluent de nombreuses influences et réseaux d'action. S'agit-il d'une marionnette ? Je ne dirais pas marionnette, je dirais que le général a joué trop gros et que malheureusement il récolte désormais le fruit de ses gains. Et ses gains sont hélas pas très élevés de ce que j'ai ouï dire. Par quel biais ce nom est-il remonté jusqu'aux oreilles et au couloir de Doissetep ?
Je ne puis vous donner la source, mais je puis, si vous en convenez, vous expliquer quelle est la position de Dostep, pardon. Et je vous en prie. Nous préférons éviter d'agir à ce niveau ou à cette échelle de l'État. Nous avons parmi nos membres eu quelques je ne sais pas comment je ne sais pas comment prononcer ce mot, car il châtie ma langue tant il appartient à des personnes avec qui je ne souhaiterais... Quand il appartient, pardon, à des personnes que je ne souhaiterais fréquenter. Mais une prospective a été établie par certains de nos plus estimés penseurs. Il semble que ce général Morin va bientôt être l'artisan on peut dire, de la plus grosse épreuve politique par laquelle doivent passer la monarchie de Juillet, ou l'une des plus grosses. Je pense que le terme de scandale s'y est bien à l'affaire. Dans ce cas-là, si il peut être à l'origine d'un changement important de paradigme, quel rôle comptez-vous jouer dans cette histoire et que faut-il faire, selon votre avis? Aucun. Nous ne comptons pas intervenir. Nous comptons laisser les choses se dérouler comme elles se doivent. Donc, je ne saurais trop vous recommander d'en faire autant. Toutefois, si vous décidez d'agir ou de subtilement interagir avec le général, soyez prudent. Il y a de gros joueurs. Donc c'est un sujet de préoccupation, mais il vaut mieux simplement observer ce qui se passe. C'est le parti de Doistep, mais ce n'est peut-être pas forcément le vôtre. Eh bien, tout dépend des choses qui arriveront dans le courant, dans les temps à venir. En effet, si je puis me permettre une remarque, nous avons entendu nombre de rapports, ou plutôt d'histoires, de phénomènes périphériques qui nous laissent penser que quelque chose de grave va bientôt se produire. Nous en ignorons encore les éléments, mais nous sentons un mouvement. Un mouvement, certes, discret, peu visible, et pourtant il est là. Il est en marche, il est implacable, inarrêtable, et derrière ce mouvement, nous voyons la main de l'ordre de raison. Et jamais auparavant, cette main avait, avec autant de poids et d'aplomb, agi sur l'action des mortels, la vie des mortels. Les dormeurs sont à la fois sujets, objets et acteurs de ce mouvement. Et c'est quelque chose que vous notez uniquement en France, uniquement à Paris? Hélas, non. Il se passe
des choses comparables dans plusieurs endroits de l'Europe. Je comprends pourquoi vous essayez d'ouvrir un petit peu partout à ce moment-là. Il est bon d'être présent et d'être l'un des acteurs du changement plutôt que d'en subir les conséquences, comme nous l'avons. Je suis bien d'accord. Nous avons beaucoup subi il y a des siècles de cela et cela ne doit plus se reproduire. Pour ma part, je pense qu'il nous appartient aussi de porter un regard enchanté sur ces nouveautés que l'ordre de raison peut nous imposer. On peut se réapproprier ce qu'il tente d'imposer et y apporter la magie. Je veux dire, voyez par exemple tout à l'heure, vous citiez les exemples des chemins de fer, vous dites que c'était préoccupant. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est fort ancien. Je veux dire, déjà depuis Philon de Byzance, il avait rédigé son traité des roues qui se meuvent elles-mêmes. Il y a quelque chose de merveilleux aussi dans toutes ces constructions, dans toutes ces inventions humaines. Et je pense que si on maintient cet émerveillement face à cette nouveauté, on parviendra à garder ce qui nous tient à cœur, nous, ce qui fait l'essence de la magie. Je suis bien d'accord pour l'émerveillement, mais ma préoccupation vient plus du fait que certaines choses deviendraient peut-être triviales. Ce n'est pas forcément le côté merveilleux ou splendide de cette chose qui, en soi, peut être bien une chose positive, mais l'utilisation qui va en être faite. Celle-ci est beaucoup plus complexe à intervenir, on va dire. Mais je comprends votre avis. Il est fort intéressant. Et puis, vous savez, j'ai passé un certain temps aux États-Unis où tout cela est déjà fort en place. Ce que j'ai vu aussi comme intérêt, c'est que cela permet aussi aux gens de se rencontrer plus aisément et de se rencontrer, donc d'échanger davantage. Je pense qu'il faut savoir aussi garder un esprit ouvert. Enfin, je vous dis de trouver notre place là-dedans et d'intervenir précisément là où il faut. Je tâcherai de garder ceci à l'esprit. C'est un sujet qui me concerne toujours un petit peu et dont j'ai quelques hésitations. Mais je conçois. C'est très intéressant de discuter de cela. Mais donc, il y a vraiment cette recrudescence en ce moment de l'ordre de raison. Qui peut-être serait parfois encore plus concrète que tout ce qui se passe. Eh bien, si je puis reprendre vos propos, l'ordre de raison n'est pas connu pour être un acteur qui aime la publicité ou se mettre en avant et attirer à lui la lumière. C'est un acteur très discret et extrêmement efficace quand il s'agit d'agir et de modifier la pensée des gens. Et ceci avec l'accord même des individus dont ils vont modifier la vision et la perception du réel. Aussi, si je puis vous faire une recommandation, encore une fois, je vous invite à la plus grande des discrétions. Ce qui paraît aujourd'hui acquis et gagné pourrait se révéler être demain l'élément de votre défaite. Qu'entendez-vous par là ? J'ai été témoin de ce que fut il y a bien longtemps un revers infligé par l'ordre de raison au cœur céleste. Une tradition qui a changé de nom actuellement, mais qui à l'époque a subi l'affre d'une des choses qu'elle avait contribué à créer,
Elle avait inspiré la foi chez les gens, et c'est cette même inspiration qui a été utilisée contre elle pour et contre nous aussi, il y a quelques siècles de cela, pour nous débusquer, nous chasser, nous détruire. C'est pour ça que lorsque vous parlez du merveilleux, je ne puis que vous inviter à la plus grande et la plus subtile des discrétions lorsqu'il s'agit de la mettre en place. Ne donnez pas d'éléments ou d'outils à vos adversaires pour qu'ils s'en servent afin de vous détruire. J'ai foi aussi dans les dormeurs. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec les ludistes. Ils n'ont pas hésité à briser les machines qu'on tentait de leur imposer. Ils ont su réagir aussi. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur les dormeurs pour contrecarrer l'influence grandissante de l'ordre de raison. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Et vous, madame ? Oui, il va sans dire que quand un esprit est intrigué par quelque chose, il est plus simple de l'emmener. Les dormeurs aussi ont leur part à faire. À propos des dormeurs, j'aimerais savoir à quel dormeur vous faites référence. Car, comme vous l'avez remarqué, nous trois gravitons dans des cercles et des sphères extrêmement privilégiés. D'aucuns nous envieraient. Mais la grande majorité des dormeurs n'y ont pas leur place, quand bien même je le déplore. Eh bien, il y a toujours quelques dormeurs bien particuliers qui ont peut-être leur place pour, si ce n'est pas s'éveiller, tout du moins avoir une incidence. Mais globalement, je vais parler de tous les dormeurs qui auront leur point de vue. Si je peux me permettre de donner quelques noms, l'un de mes protégés, que vous avez entendu jouer du piano il y a peu, le Frédéric Chopin est quelqu'un d'intéressant. Frédéric Chopin, ce nom ne m'est pas inconnu. J'ai déjà par plusieurs fois entendu ce nom rapporté à mes oreilles. Oui. Il compose de la musique également. Oui. J'aurais grand plaisir à le rencontrer. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant. Peut-être pourrais-je vous permettre de le rencontrer. Vous me verriez, ma foi, le plus honoré des hommes sur cette terre. Y a-t-il d'autres sujets que vous souhaitiez aborder ou faire connaître du tribunal ? J'ai une question peut-être un peu plus triviale comparée à ces sujets sérieux que nous venions d'aborder. J'ai entendu parler d'une certaine usine du Treil et j'avoue que c'était l'occasion pour moi aujourd'hui d'essayer d'en apprendre un peu plus. Je suis curieuse sur ce qui se passe là-bas et... Est-ce que vous connaîtriez quelque chose ? L'usine du Triel. Ce nom nous a été rapporté, mais rien de plus que d'exercer une certaine prudence quand il s'agit des affaires de la famille du Triel. J'ai entendu dire que Dutriel était quelqu'un de très intelligent, peut-être même un peu retors. Je m'en méfie légèrement sur certains points, mais à part cela, je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Est-ce que vous connaîtriez quelque chose ? Louis se tourne vers Nérac. Louise a pu remarquer qu'au moment où elle a évoqué le nom d'Utriel, Nérac n'a pas pu s'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Écoutez, ce nom a été mentionné en effet dans certaines conversations, mais de même, est-ce que
j'aurai l'audace de vous demander qui vous a parlé de cette usine. Hmm, Disons que cela a été rapporté plusieurs fois. Je suis très très intéressé par un certain Armand Puy-Villard de Langlois. Une personne fort intéressante. Je trouve ses talents... hmm, Disons qu'il a de nombreux talents, mais qu'il les utilise parfois étrangement. Alors, sont un petit peu particulières, mais Mhm. peut-être devriez-vous lui poser cette question-là directement. Ah, il y a un sujet caché, c'est cela? Vous n'osez pas en parler? Je sais peu de choses sur cette affaire, mais je pense que le Mhm. comte sera plus prolixe sur la question. Hmm. Si je puis me permettre, monsieur Nérac, je suis intéressé et je crois que le tribunal le sera en temps et en heure. Pourriez-vous être plus prolixe ou spécifique? Hmm. Hmm. Écoutez, je n'ai pas pour habitude de divulguer des secrets qui ne m'appartiennent pas. D'autant que, somme toute, je sais fort peu de choses là-dessus. Je préférerais peut-être voir cela avec mon ami le comte Armand Puy-Villard de Langlois avant d'aller plus avant sur cette affaire. Hmm. Hmm. Fort bien, fort bien, fort bien. S'il vous plaît à conférer avec le comte avant d'en faire mention devant un représentant du tribunal, c'est vous qui choisissez. Je vous garde pas rancœur, Moi, soyez-en je le assurés. note. Toutefois, Elle te fait un grand sourire entre amusé et un peu sérieux. Allons, vous savez que le comte est membre, nous partageons la même cabale. Vous savez comment qu'il est nécessaire pour que les uns les autres nous soutenions de Oui, façon... mais également certaines personnes qui sont chères à mon cœur, ou simplement parmi mes amis, me sont aussi importantes. Parfois, il est nécessaire de savoir un peu plus de choses afin de venir vraiment en aide aux autres. Mais je ne voudrais pas vous embarrasser au point de vouloir divulguer ce que vous estimez être des secrets. Nérac sourit, répond à cette phrase par un sourire poli. Puisque vous nous invitiez à partager nos interrogations, puis-je vous en soumettre une autre, chevalier Endrila? J'ai ouï dire que des individus, des éveillés, portant le nom de limiers, se présentaient actuellement en ville et ils entrent en contact avec nos semblables. Est-ce que ces limiers vous sont familiers? je vois à la fois arquer un sourcil, puis s'engoncer dans sa chaise, reculer et prendre une inspiration. Tu penses que les paroles qui vont être dites sont mûrement réfléchies. Il ne s'agit pas d'un discours libre. Les limiers sont des acteurs importants des traditions. En ceci, ils sont liés à une fondation appelée la maison consanguine d'Elekar. Peut-être connaissez-vous le bras armé des traditions. Mhm. Je suis toutefois surpris de les voir présents à Paris.
n'agissent que très rarement sur le continent européen. Il faut croire que décidément les temps changent. Hmm. Qu'avez-vous appris sur les limiers que je puisse utiliser ou mentionner au tribunal? Que faisait-il? Quel était l'élément? En quelles circonstances les avez-vous rencontrés? Moi-même, je ne les ai pas rencontrés, mais deux proches ont pris contact avec eux, ou ont été contactés par ces limiers. Que voulait-il? Il y a l'un de mes protégés, en qui j'ai toute confiance, Monsieur Étienne Normand, et ainsi que William Cranberry. Qui est étrange. Ils prennent contact avec vos pupilles, mais pas avec vous. C'est surprenant. Je pensais que je pourrais être au centre d'une enquête, il serait en train de vérifier ma probité. Le tribunal vérifie les probabilités des gens. Les limiers ne viennent pas pour discuter habituellement. Ils chassent dans la nuit et dans les ombres les ennemis des traditions. Si j'ai bien compris leur fonctionnement lorsqu'il s'est agi de les rencontrer. Je me tourne vers Madame Gauthier. Est-ce que vous-même, vous avez entendu parler de ces fameux limiers? Malheureusement non. Le sujet est intéressant et semble un peu préoccupant, mais j'étais peut-être un peu trop dans la musique et dans mes affaires. Puis vous donner une information à titre personnel. Je vous invite à ne pas mentionner mon nom si vous veniez à répéter Très bien. l'information. Les limiers, de ce que je sais et de ce que j'ai vu, sont une sorte de chasseurs ou chercheurs, chasseurs-chercheurs des traditions. Ils identifient des personnes que les traditions souhaiteraient éliminer et aident à leur élimination. Nous ne parlons pas d'individus avec qui l'on prend le thé, si je puis me permettre l'expression. Et sachez bien que le tribunal est tout aussi compétent que les limiers de la maison consanguine d'Elekar pour appréhender et même combattre les ennemis des traditions, mais apparemment le conseil ne nous fait pas totalement confiance sur ce sujet. Eh bien, s'ils ont décidé d'utiliser d'autres moyens, effectivement. J'avoue que l'utilisation de la violence a toujours tendance à me faire frémir. Je suis toujours convaincu qu'il y a d'autres façons, en général, de procéder. Sauf si, bien sûr, on doit faire face à des créatures qui ne peuvent être touchées par les mots ou les paroles. Mais j'ai vraiment foi en cette approche pacifiste. Eh bien, je souhaite que vous puissiez avoir raison, mais ma très longue expérience m'a appris qu'hélas, les châteaux tombaient rarement devant de belles paroles, mais souvent au fil de l'épée. Espérons que les temps nous apprennent que les épées sont de moins en moins nécessaires. Comme j'aimerais, madame, que ce soit le Nous cas. commençons par faire cela, peut-être arriverons-nous à changer les autres.
Je l'espère sincèrement. Il n'est rien de plus désagréable que de prendre une vie. Je vois, Madame Gauthier, que vous semblez partager aussi mon, ma croyance en dans les vertus du pacifisme. Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous mentionner l'existence du club des colonnes fraternelles? Nous n'avons malheureusement pas assez discuté. Je ne crois pas avoir entendu parler de cela. Ce serait une occasion peut-être de côtoyer davantage le cher comte qui vous en tient à cœur. Cela semble intéressant. Même si le projet initial, peut-être, peut m'intéresser également. Eh bien, nous pourrons peut-être faire d'une pierre deux coups dans ce cas-là. Outre, il s'agit d'un club qui essaye de promouvoir cette idée que les conflits peuvent être résolus par d'autres biais que la violence, et que celle-ci est bien souvent l'instrument d'un pouvoir impérialiste qui tente de soumettre et de corrompre les hommes. Je sais que mes paroles peuvent paraître dangereuses à certaines oreilles, mais je pense qu'elles recèlent une part de vérité. J'apprécie toujours entendre des personnes qui ont des pensées différentes de ce que l'on trouve aujourd'hui. Certaines sont peut-être un peu trop par moment, mais je trouve que vos idées sont plutôt belles. J'aimerais pouvoir m'y rendre également. Peut-être aurais-je des idées pour mes propres idées. J'aimerais m'ouvrir avec vous d'un sujet important. Votre attention. Bien sûr. Est-ce que le nom de Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenmeinst vous est connu? Je jette un regard à Nérac. On est d'accord que ce nom ne m'est pas connu. Si. Si, hélas, toi, oui. Okay. Oui, tu sais qui c'est. Rappelle-moi, c'est... Je sais... C'est pas Porthos. Non. Non. Tu m'as dit Philippus Theophrastus. Ah oui. Bombast von Hohenmeinst. Paracels, bien sûr. Eh bien, je vois que vous avez bonne mémoire, monsieur Nérac. Qui est-ce? Son acolyte, l'ancien moine Richter d'Engelberg, plus connu sous le nom de l'alchimiste de Francfort, sera présent en ville. Le tribunal recherche toute information, tout élément permettant de capturer cet individu extrêmement dangereux. Je ne vous cacherai pas que l'alchimiste de Francfort n'est certes pas connu du grand public, mais il gagnerait à l'être à tel point il menace l'existence de beaucoup. Vous le voyez, son visage s'assombrir et le seigneur Endrina se pencher dans votre direction et murmurer fortement le titre et le terme de Nefandus. À ce terme, vous saisissez qu'un mage corrompu, maléfique, irrécupérable dans tous les sens du terme, est présent au sein de la ville de Paris. Vous pouvez maintenant en tenir compte dans votre discussion. Est-ce qu'il est possible de compter sur votre aide pour capturer l'alchimiste de Francfort?
Eh bien, si cela cause autant de troubles, je peux essayer de voir ce que je peux faire, bien sûr. Bien sûr. Vous le voyez se réjouir un petit peu. Oui, bien sûr, nous ne pouvons pas Et vous, rester monsieur Nérac? les bras croisés avec une puissance de ce type présente en ville, en effet. Il est intéressant et effrayant de constater que la venue de l'alchimiste correspond à l'avènement de quelque chose de sombre derrière laquelle la main de l'ordre de raison semble agir en toute discrétion, cela va de soi. Nous craignons le pire pour Paris, et nous craignons le pire pour ce monde également. Eh bien, heureusement qu'il y a encore des gens comme nous qui essayons de changer des choses. Tout à fait. Je vous remercie pour votre sollicitude ainsi que le courage dont vous faites preuve de vous ouvrir des sujets les plus difficiles qui touchent les mages habitant Paris, dont vous faites partie. Je dois également vous mettre en garde contre comment pourrait-on dire, l'action des dormeurs lorsque ceux-ci en viennent à se mêler de nos affaires. Nous sommes là pour les protéger. Tel est l'un des tenants des traditions. Il est donc important, lorsque vous agirez, de toujours garder en tête de bien protéger les dormeurs et de ne pas les exposer aux dangers que courent les éveillés face à l'inconnu, à l'indicible, à l'indescriptible, à l'ineffable. Le chevalier se lève, vous faisant comprendre que la discussion touche à sa fin. Il vous invite à se joindre à lui pour une petite collation et discuter de sujets plus triviaux, comme les dernières pièces qui ont lieu à l'opéra. Vous voyez qu'il est intéressé par la musique, et sur ces paroles de réconfort qu'il vous prodigue au travers de son intérêt pour la musique, vous vous sentez plus détendu également. Le chevalier et vous finirez par prendre une petite collation quand la baronne Odile de Saint-Omer finira par vous rejoindre, vous saluant et vous invitant à l'accompagner pour un apéritif que vous ne saurez lui refuser. Pour notre part, nous allons terminer cette réunion très importante ici. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. C'était le Storyteller pour une nouvelle aventure dans l'univers de Mage Ascension. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à toutes aussi.